Normalement. Alors, Alexandre, je vous laisse la parole. Ouais, super, merci beaucoup Anne. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. C'est vraiment super d'organiser ça. Donc merci encore en tout cas à la Glo et Anne bien sûr pour toute cette organisation. Donc en effet, moi je suis cofondateur de Benego. Comme l'a dit Anne, donc Benego aujourd'hui on est en partenariat avec le service des sports de la communauté d'Aglo. Ah, bonjour. Attends, je vais couper les micros. Je coupe les micros. Voilà. Et donc je disais on est en partenariat aujourd'hui donc avec le service des sports de la communauté d'Aglo de Saint-Quentin-en-Yvelines pour proposer notamment aux associations du territoire des solutions pour les aider justement à mobiliser davantage leurs bénévoles, à mieux les gérer et puis aussi sur des enjeux également de valorisation tout simplement de l'engagement bénévole. Donc je vais vous partager mon écran pour vous montrer un petit peu plus dans les détails à quoi ressemble Benego et ce que l'on fait exactement. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Super, génial. Bon, parfait. N'hésitez pas à m'arrêter si jamais vous voyez plus très bien mon écran. J'essaierai de faire en sorte de ne perdre personne en route, on va dire. Voilà. Du coup, Benego, c'est aujourd'hui la première plateforme qui simplifie, encourage et valorise l'engagement bénévole dans le sport. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui a fait que justement on a lancé Benego. Euh, Tout simplement, donc, pour ma part et aussi pour la part de mon associé Emmanuel, on vient tous deux d'un parcours sportif. On a tous les deux fait STAPS, donc la fac de sport. Et pour ma part, moi, je faisais du sport au haut niveau en triathlon. Et on a fait différents stages au sein d'associations, on a fait beaucoup de bénévolat nous-mêmes. Et durant justement toutes ces expériences sportives bénévoles, on s'est rendu compte de plusieurs choses. C'est que premièrement, les organisations sportives, les associations sportives, ne sont pas toujours suffisamment bien équipées ou compétentes pour communiquer correctement à propos de leurs offres de bénévolat et surtout aussi pour les diffuser. La majorité d'entre elles ne disposent pas des bons outils pour contacter de manière fluide, simple, facile tous leurs bénévoles, tout simplement. Et puis aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a pas mal d'évolutions aussi dans les comportements, par exemple surtout des nouvelles générations, où justement la manière de s'engager aujourd'hui d'un jeune est beaucoup moins régulière, elle est beaucoup plus morcelée, parcellaire pardon, que des générations plus anciennes. Et puis aujourd'hui, il y a aussi un manque de reconnaissance et de valorisation de l'engagement bénévole. Même si je sais que voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi. Et nous, on essaye d'y contribuer aussi à notre petite échelle avec Benego. Et je vais vous montrer du coup comment justement on essaye de régler ces petits problèmes, on va dire, qui sont des petits problèmes. Voilà. On s'entend bien. Donc, premier objectif avec Benego, c'était donc de simplifier, encourager et valoriser l'engagement bénévole. Et dans un second temps, c'était aussi d'offrir les meilleurs outils possibles aux associations sportives pour justement faire face à ces problématiques liées au bénévolat. Et pour ça, on a décidé donc de faire une plateforme digitale, tout simplement. Vous pourrez aller dessus, vous tapez tout simplement benego.fr et vous pourrez trouver la plateforme. Et en fait, cette plateforme digitale nous paraissait cohérente parce que on a des jeunes générations qui sont, elles, de plus en plus connectées sur les outils digitaux et des populations seniors qui, elles aussi, sont de plus en plus connectées. Donc vraiment, on a essayé de trouver une solution qui allait à la rencontre de toutes les générations. Donc, ce que l'on fait exactement, on rentre dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, on augmente la visibilité des associations sportives sur Internet, tout simplement. Donc, toutes les associations qui sont inscrites sur Benego ont une page qui est visible sur Internet, qui s'appelle une page Benego. Et sur cette page, il y a différentes informations, comme par exemple le sport proposé par l'association, le nombre d'adhérents, sa localisation, donc dans quelle ville justement cette association est, et puis la description un petit peu de l'association, son histoire, voilà, tout simplement. Ensuite, toutes les associations aussi sur la plateforme peuvent diffuser des offres de bénévolat, que ce soit pour des événements sportifs ou que ce soit pour la vie associative du club. Donc par exemple, avec Benego,
On va tout aussi bien pouvoir trouver des bénévoles pour voilà, des signaleurs pour un semi-marathon que trouver des bénévoles pour voilà, les entraînements de football du mercredi après-midi, tout simplement. On a intégré également à Bénégo tout un logiciel de gestion bénévole qui permet tout simplement de gérer très facilement les bénévoles en voyant, voilà, je sais que j'ai 10 personnes qui seront signaleurs sur mon marathon ce week-end. Voilà, je vais tous les contacter en leur demandant de bien venir à 8 h du matin le dimanche pour ne pas être en retard tout simplement pour la course. Donc voilà, tout simplement, grâce à ça, on essaye de faciliter la gestion des bénévoles. On a également intégré tout un système de communication avec les bénévoles. Donc voilà, les associations ont la possibilité de contacter les bénévoles par mail, par SMS ou directement via une messagerie qu'on a intégrée sur la plateforme. Tout ça, pareil, pour rendre beaucoup plus fluide les échanges entre bénévoles et associations sportives. Un très gros point également, c'est la fidélisation des bénévoles. Aujourd'hui, à la fin de chaque mission, les bénévoles ils peuvent envoyer leur retour d'expérience à l'association. Donc, par exemple, un exemple très concret, je suis bénévole, j'ai été signaleur, toujours pareil, sur un marathon. Et à la fin de ma mission, tout simplement, je vais pouvoir dire c'était super, merci, très bonne organisation. Ou tout simplement, ce qui est déjà arrivé avec nous, un bénévole qui s'était plaint d'être sur un rond-point tout seul sous 40 degrés avec juste une seule bouteille d'eau. À ce moment-là, l'association a reçu ce retour de bénévole et a pu, j'espère en tout cas, corriger le tir pour l'année suivante. Également, ce que l'on fait, on essaye de rendre ludique l'engagement bénévole. Donc pour ça, tous les bénévoles qui s'engagent sur Bénégo gagnent des points, montent en niveau d'expérience. Donc par exemple, si moi je n'ai jamais fait de mission de bénévolat et que je fais ma première mission de bénévolat avec Bénégo, eh bien je serai bénévole amateur et j'aurai 100 points. À la fin de ma mission de bénévolat, tout simplement, j'aurai 200 points et je serai passé bénévole spécialiste ou bénévole expert, voilà, des choses comme ça. Tout ça pour rendre un petit peu plus ludique l'engagement des bénévoles. Et dernier point, ce que l'on fait, c'est qu'on essaye donc de valoriser également l'engagement des bénévoles en remettant à la fin de chaque mission un petit diplôme, un petit certificat qui s'appelle le certificat Bénégo et qui vient attester de la mission réalisée par le bénévole et des compétences développées par le bénévole au cours de sa mission. Voilà tout simplement ce que l'on fait aujourd'hui. Et puis je tenais aussi à vous partager quelques petites techniques qu'on a remarquées. Voilà, après, c'est certainement des techniques que vous utilisez déjà vous aujourd'hui, mais je vais vous en partager 3 surtout de techniques pour réussir à mobiliser les bénévoles. Donc la première chose, bien évidemment, ça tombe sous le sens, c'est rester proche de vos bénévoles. Et pour ça, aujourd'hui, il y a des moyens très simples qui sont, par exemple, juste les emails. Donc, dans cet email-là, tout simplement, j'envoie un message à un bénévole en lui disant que bien, bientôt, on fera un événement sur lequel il a déjà été bénévole. On va lancer très prochainement la campagne de recrutement de bénévoles, mais on souhaite lui adresser un message en avant-première, avant tout le monde, pour lui proposer de nous rejoindre en tant que bénévole, tout simplement. Voilà, ici, en fait, le petit truc, c'est juste qu'on lui dit, on vous prévient avant tout le monde, comme ça, le bénévole aussi se sent valorisé, tout simplement. Et puis après, quelque chose de tout simple aussi, par exemple, envoyer un email aux bénévoles le jour de leur anniversaire. Donc voilà, ça, c'est des petites choses, qui peuvent tout simplement permettre de créer davantage de liens avec les bénévoles et justement de rester proche d'eux. Une deuxième chose, c'est la valorisation des bénévoles. Donc nous, ce qu'on recommande beaucoup aux associations qui sont chez nous, c'est de valoriser publiquement les bénévoles, tout simplement. Donc ça, vous pouvez vous appuyer aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout simplement pour le faire, que ce soit les réseaux sociaux traditionnels comme Facebook, Instagram, Twitter. Voilà. Après, il faut savoir un petit peu les utiliser, mais en tout cas, c'est des choses qui sont facilement faisables. Par exemple, ici, on a l'étoile cycliste Saint-Vigorienne qui avait publié tout simplement sur sa page Facebook un bénévole qui tout simplement était signaleur sur une course cycliste. Et voilà, ils le remerciaient publiquement, tout simplement, sur leur page Facebook. Et ça, voilà, c'est une petite action à faire, mais au final, ça peut avoir un gros impact. Et dernière petite technique, tout simplement, recruter des nouveaux bénévoles, toujours en s'appuyant justement sur des outils digitaux. Par exemple, les groupes Facebook. Pour ceux qui ne savent pas, un groupe Facebook, c'est tout simplement en fait un espace sur Facebook, sur ce réseau social, sur lequel justement
plusieurs personnes vont se rassembler autour d'un même intérêt. Donc là, par exemple, eh bien, c'est un groupe Facebook qui rassemble 290 personnes autour justement du bénévolat dans le handball. Et donc, tout simplement, je me souviens que nous, chez Bénégo, on avait eu à un moment une mission, on avait eu un club qui organisait un tournoi interrégional en hand. Et pour les aider à trouver des bénévoles, on avait publié l'offre de bénévolat sur ce groupe. Et on avait eu plein de bénévoles qui s'étaient inscrits tout simplement pour justement l'émission de bénévolat, pour cette association qui s'était inscrite sur Bénégo. Donc voilà, et tout ça, c'est vraiment des petites actions, mais qui peuvent justement vous aider à mobiliser des bénévoles grâce justement à ces outils digitaux. Et tout simplement, à la fin de ma présentation, vous avez également les contacts. Et puis, écoutez, en tout cas, maintenant, je peux répondre à vos questions si vous en avez. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions sur le chat. J'espère que ça fonctionne. Voilà. Néanmoins, avec votre présentation, on se rend compte à quel point la communication, d'une part, et pouvoir utiliser les réseaux sociaux, c'est important. Et ensuite, la valorisation, oui, la reconnaissance. Hein, Tout à fait. Oui, tout à fait. Là, après, il y a beaucoup justement de valorisation et de reconnaissance qui passe aussi justement dans la communication en elle-même, comme on le voyait sur un bénévole qui est mis en avant sur les réseaux sociaux, par exemple, de l'association. C'est un geste tout simple hein, qui est relativement facile à faire. Ça apporte beaucoup. Je ne l'ai pas forcément mentionné tout à l'heure, mais sur Facebook, bien évidemment, donc, on peut partager partager des publications. Si on aime bien une publication, par exemple d'une association, moi je peux la partager à mes amis en leur disant regardez, c'est super ce qu'ils font cette association. Et typiquement, cette publication avait 16 partages. Ça veut dire qu'il y a eu quand même beaucoup de personnes, il y a eu 16 personnes au total pardon, qui ont partagé et qui ont donc vraiment partagé à leurs amis ce que faisait cette association. Et peut-être que ça a apporté encore de la visibilité à cette association et peut-être de nouveaux bénévoles, de nouveaux adhérents. Donc voilà, on est vraiment sur un cercle vertueux à ce moment-là. Voilà. Ok. Alors par contre, Bénégo, en tout cas, c'est un service qui est pour les associations sportives actuellement et essentiellement. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, en Et tout cas, c'est comme ça. On réfléchit à l'ouvrir peut-être à d'autres typologies ouais. d'associations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très spécialisé dans le sport, notamment de par notre ADN sportif aussi à nous, les fondateurs, on va dire. Donc voilà, et puis c'est un terrain sur lequel on est relativement à l'aise aussi. Donc voilà. Et du coup, l'agglomération a mis en place un partenariat avec Bénégo qui permet aux associations de bénéficier des services de Bénégo sans adhésion à la Tout plateforme à fait. Bénégo. Voilà. C'est offert par 50 ans de vie, en quelque sorte. Donc, je ne vois pas de questions sur votre présentation. Donc, tout était probablement très clair. Et je vais passer la parole donc à Jacques Grand-Clément pour Passerelles et compétences. Oui, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci à Anne et puis au guichet unique de la vie associative de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Parce que curieusement, bien que Passerelles et compétences existe depuis une vingtaine d'années et que notre antenne sur les Yvelines existe depuis 9 ans, eh bien finalement, nous sommes très peu présents sur Saint-Quentin en Yvelines. Et nous n'avons pas eu l'occasion pour l'instant de pouvoir venir en soutien, de pouvoir accompagner les associations. Alors du coup, je vais vous montrer notre présentation pour voir un peu ce que nous sommes, ce que nous faisons. Voilà, alors qui sommes-nous ? Donc, nous sommes une association nationale. Nous avons une vingtaine d'antennes en région, notamment 5 antennes sur Paris intramuros et la région parisienne. Et notre ADN, en fait, c'est de mettre en relation des bénévoles qui ont des compétences métiers
avec des associations qui expriment des besoins, mais qui n'ont pas les ressources en interne, soit parce que les bénévoles sont mobilisés sur les activités même de l'association, ou bien tout simplement parce qu'elles n'ont pas les ressources financières en interne pour pouvoir réaliser ces missions. Et du coup, le concept était de dire, effectivement, nous avons des personnes, des experts métiers qui sont en activité professionnelle, mais qui souhaiteraient pouvoir mettre cette compétence, cette expertise, eh bien, au bénéfice d'associations de solidarité qui en font la demande. Et comme le disait justement Alexandre, c'est vrai qu'aujourd'hui, les bénévoles vont se mobiliser sur des actions très ponctuelles et puis vraiment de courte durée. Et donc, c'est un peu la même chose pour les personnes qui sont en activité professionnelle, qui sont fortement mobilisées par leur activité professionnelle, mais qui, sur leur temps de loisir, souhaiteraient pouvoir finalement eh bien, mettre à disposition des associations eh bien, leurs compétences, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans la communication, que ce soit dans le digital, enfin dans tous les domaines où nous pouvons mettre en œuvre une expertise. Alors, au départ, le domaine d'intervention de Passerelle et compétences est surtout tourné vers les associations de solidarité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par solidarité? Évidemment, au départ, on songe à tout ce qui concerne l'aide humanitaire, tout ce qui concerne l'insertion professionnelle, les situations de handicap, mais pas seulement. Nous pouvons également intervenir au bénéfice d'associations qui ont, comment dire, une vocation culturelle ou sportive, dès lors qu'elles ont aussi un projet, une dimension plus solidaire, notamment si elles vont pouvoir ouvrir leurs activités culturelles ou sportives à des populations qui ne peuvent pas, de par, comment dire, leurs faibles ressources, de par certains handicaps, n'avoir un accès direct à ce genre d'activité. Donc, tout type d'association qui, quelque part, favorise l'intégration des territoires, favorise l'intégration des populations, des personnes isolées, eh bien, nous sommes en capacité de pouvoir leur fournir une aide. Alors, évidemment, notre association est aussi constituée de passerelles. Alors, pourquoi le nom de passerelle? Tout simplement parce que les passerelles, ce sont les bénévoles de notre association qui vont se mobiliser pour accompagner des associations qui en font la demande, notamment lorsqu'elles ont des besoins en termes de développement d'un site Internet ou si elles sont exposées à des problématiques financières ou alors si elles veulent carrément revoir leur communication. À partir de là, nos passerelles vont regarder si au sein de notre vivier de bénévoles, nous avons ces compétences et si nous pouvons mettre ces compétences à disposition des associations. Alors, comment cela fonctionne? Eh bien, en fait, c'est véritablement un accompagnement sur mesure, hein, puisque ce qui est essentiel pour nous, c'est vraiment la relation humaine. C'est un accompagnement qui soit le plus personnalisé possible. Alors, tout commence par, comment dire, une rencontre avec l'association. Donc, nous avons deux passerelles de notre association, un binôme de passerelles, qui va rencontrer les représentants de l'association pour discuter du cadre et des besoins de cette association pour mieux clarifier, cerner la problématique à laquelle est confrontée l'association. Et à partir de là, on va pouvoir définir une demande de mission. Et puis, bien évidemment, cette mission, nous allons la diffuser auprès de notre vivier de bénévoles. Des bénévoles qui ont cette compétence vont se manifester. Et là aussi, il y aura une rencontre entre nos deux passerelles et puis le bénévole pour lui expliquer le cadre et le contenu de la mission et voir si cela peut évidemment cadrer avec sa disponibilité, avec son temps libre. À partir de là, si tout est OK, eh bien, nous allons mettre le bénévole en relation avec l'association. Et donc, il va y avoir une réunion
entre le représentant de l'asso et puis le bénévole. Et puis, ils vont mettre en place ce que nous appelons une feuille de route. Hein. C'est un peu, si vous voulez, la manière dont ils vont pouvoir s'organiser, définir un peu le timing, définir les résultats qui sont attendus. Et là, c'est vraiment un dialogue qui va s'instaurer entre le bénévole et puis l'association pour être bien d'accord hein, sur les termes et les conditions de cette mission. Et ensuite, lorsque la mission s'est déroulée, bien évidemment, il y a ce que nous appelons un suivi, un bilan de la mission. Nous contactons, nous avons un entretien, nous avons un dialogue avec le bénévole pour savoir si la mission s'est bien déroulée, s'il est satisfait des résultats. Et puis, nous avons aussi cet entretien, nous avons aussi ce contact avec l'association. En fait, nous essayons de maintenir, si vous voulez, une relation constante avec à la fois le bénévole et l'association tout au long de la réalisation de cette mission. Alors maintenant, quels sont les différents types de talents que nous pouvons mobiliser hein, et pour quel type de besoins? Eh bien, en fait, c'est assez varié, hein, puisque nous pouvons intervenir aussi bien sur le domaine du financement, sur les aspects plus juridiques, les aspects plus fiscaux, également sur le digital, sur le marketing, la communication, sur les ressources humaines. Et puis, évidemment, nous avons actuellement des associations qui sont plus demandeuses de tout ce qui concerne en fait le financement, puisque c'est vraiment le nerf de bataille pour les associations, les aspects aussi évidemment communication, hein, puisque si une association veut avoir de la visibilité, si une association veut trouver des financeurs, bien évidemment, il faut qu'elle puisse communiquer, et notamment cela passe très souvent par le biais de sites internet. Et là, nous avons également des bénévoles qui peuvent intervenir pour élaborer, accompagner les associations dans la création et puis le suivi de leur site internet. Alors tout cela se fait à travers différents types de missions, à la fois pour que cela corresponde d'une part à la disponibilité, aux attentes de nos bénévoles, puisque, comme je vous l'ai dit, hein, la plupart sont en activité professionnelle, et puis aussi par rapport aux besoins exprimés par les associations, puisque les associations peuvent être confrontées à des besoins très immédiats, des questions purement techniques, purement juridiques, qui ne nécessitent pas un temps d'intervention, une consultation longue, hein, qui peut se faire sur un laps de temps très court, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Et puis, nous pouvons aussi les accompagner sur des missions de plus longue durée, notamment lorsqu'il s'agit de développer une stratégie de communication ou lorsqu'il s'agit de développer un site Internet. Là, ce sont des missions au long cours qui peuvent s'étaler sur 6 mois, voire 1 année, avec 2 interventions par mois, par exemple. Et puis, nous avons aussi les missions, ce que nous appelons les missions flash, qui permettent de répondre à des questions juridiques, des questions techniques. Ce sont des missions d'une durée de 2 à 3 heures. L'intérêt pour le bénévole, eh bien, c'est qu'il peut facilement se rendre disponible. Il peut facilement répondre, hein, puisque c'est une question qu'il maîtrise complètement, puisque cela relève de son domaine de compétences. Et puis, en même temps, avec un retour intéressant pour lui, puisqu'il peut résoudre un problème pour une association sans mobiliser trop de son temps. Donc, c'est aussi, valorisant. Et c'est vrai qu'Alexandre disait qu'il est vraiment important hein, pour un bénévole de quelque part avoir une certaine reconnaissance, hein, puisque c'est vrai que le bénévolat, on le fait aussi pour avoir une certaine reconnaissance. Et c'est vrai qu'à travers des missions courtes, comme les missions flash, voire aussi les missions, ce que nous appelons PC-click, ça permet à un bénévole de pouvoir répondre à une question rapidement, hein, par le biais d'une plateforme. L'association va
poser sa question sur notre site internet. Cette question sera transmise à un panel de bénévoles et puis l'expert qui a la compétence par rapport à la question technique qui est posée par l'association, eh bien, contactera directement l'association pour évidemment lui apporter une solution. Par ailleurs, nous avons également développé un autre type de soutien, d'accompagnement auprès des associations et qui répondait aussi à une demande, à une attente de nos bénévoles qui souhaitent aussi s'investir sur la durée et notamment sur des principes de gouvernance. Donc là, je dirais, c'est un investissement, alors contrairement aux autres types de missions, où le bénévole va s'engager sur une durée de 2 à 3 ans, notamment sur des postes d'administrateur pour consolider la gouvernance des associations. On sait qu'à ce jour, c'est un problème récurrent pour les associations certaines sont notamment vieillissantes et le renouvellement de la gouvernance des associations est toujours un problème. Et donc là, nous pouvons les appuyer, nous pouvons les soutenir dans le recrutement d'administrateurs. Pour ce faire, on a une équipe de bénévoles dédiés qui était formée à ce type de bénévolat de gouvernance et qui va, lors de réunions avec les dirigeants de l'association, eh bien, établir un diagnostic sur leur gouvernance, sur la stratégie qui est attendue pour les années à venir et sur la composition même du conseil d'administration, à l'effet bien évidemment de pouvoir développer, de pouvoir mettre en œuvre cette gouvernance et cette stratégie. À partir de là, lorsqu'on s'est mis d'accord avec l'association sur le profil des administrateurs, eh bien là aussi, on va publier une annonce auprès de nos bénévoles pour solliciter de leur part les personnes qui ont les compétences pour accompagner nos associations sur des mandats. Les mandats d'administrateurs sont généralement des mandats de 2 à 3 ans. Alors, ce qu'il faut savoir, sur les Yvelines, nous avons une base de bénévoles de 300 personnes, mais en fait, nous avons un vivier commun avec l'ensemble des antennes d'Île-de-France, ce qui fait que nous avons un vivier d'à peu près 3000 bénévoles que l'on peut mobiliser sur un certain nombre de missions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, nous utilisons à ce jour, malheureusement, que 10% des capacités que nous avons. C'est quand même, c'est un peu dommage d'ailleurs, parce qu'on a énormément de bénévoles qui sont prêts à rendre service, qui sont prêts à accompagner les associations, mais finalement, pour l'instant, les associations, voilà, on aimerait être aussi sollicité par ces associations, et donc c'est pour ça qu'on est très heureux, nous, de ce partenariat avec la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, et on espère que les associations de Saint-Quentin feront appel à nous parce qu'on a des bénévoles qui sont prêts à s'engager auprès d'eux. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez sur le slide donc l'ensemble de nos coordonnées. On sera vraiment ravis de pouvoir vous accompagner et surtout nos bénévoles. Merci beaucoup, Jacques, pour cette présentation. Je ne vois toujours pas de questions des participants. En tout cas, passerai les compétences. Si j'ai une question. Est-ce que l'offre de passerelle les compétences est-elle gratuite? Bien sûr. Oui, alors elle n'est pas gratuite. Mais je dirais que, les tarifs qui sont appliqués sont vraiment des tarifs tout à fait abordables pour les associations, puisque nous ne sommes pas une entreprise. Et en fait, nos tarifs sont adaptés au budget des associations. Le tarif de base, d'abord, c'est une cotisation annuelle qui va vous donner droit aux missions flash que j'évoquais tout à l'heure. Ce sont des missions d'une durée de 3 heures sur des questions très ponctuelles. Et puis, vous avez droit aussi à la plateforme PC Click sur aussi des questions techniques particulières. Donc, tout ça, c'est gratuit.
Et en plus, vous pouvez évidemment bénéficier de missions, j'allais dire, plus importantes. Et ces missions sont actuellement tarifées selon un barème qui va de 50 € pour les plus petites associations jusqu'à 500 €, mais pour les très grandes associations de niveau national. Donc, par rapport, je dirais, à l'expertise métier des bénévoles, je dirais, bon, c'est des tarifs tout à fait raisonnables et on peut aussi s'adapter, bien évidemment. On peut faire aussi des gestes pour des associations qui éprouvent certaines difficultés. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Oui, c'est des tarifs tout à fait abordables. Voilà. En tout cas, oui, l'intérêt de Passerelle compétences, c'est à la fois pouvoir répondre aux besoins, parfois de compétences, d'expertise sur une question précise. Et voilà, parfois, c'est un besoin qui remonte des associations. Et le deuxième enjeu, effectivement, c'est la gouvernance. C'est vrai que le renouvellement des conseils d'administration, c'est aussi une question qui revient de façon récurrente. Donc, un accompagnement là-dessus peut être tout à fait bénéfique. Alors, je vois qu'il y a une personne qui a levé la main pour parler. Est-ce que vous pouvez plutôt intervenir dans la conversation si c'est possible? Euh, Bon. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez et si c'est possible pour vous d'intervenir directement dans la conversation pour poser votre question ou faire une remarque. Du coup, je vais maintenant passer la parole à Morgane de Profession Sport. Donc là, on est vraiment sur des aspects un peu réglementaires et techniques, administratifs autour du bénévolat, les indemnités, les assurances. Et ça aussi, c'est des questions qui reviennent souvent. Morgane, donc on voit... Mon PowerPoint, c'est bon et visible? En fait, on voit comment dire ton chemin d'accès, mais on voit le PowerPoint en petit. Alors, je ne sais pas s'il faut que tu le mettes en diaporama. Hop. Voilà. C'est bon, non, Anne? Alors, attends. Voilà, c'est parfait. Ok. Donc déjà, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais me présenter très rapidement. Donc, je suis Morgane Loglonec. Je suis chargée de mission au sein de Profession Sport et Vie Associative 78, qui porte notamment le CRIB, donc le Centre de ressources et d'information pour les bénévoles. Et pour faire très synthétique, on est là pour accompagner et soutenir les associations du département, du 78, et on va répondre aux questions, on va organiser des réunions d'information, des ateliers, des formations. Et ça fait très longtemps qu'on travaille conjointement avec Sky et notamment Anne et Pascal. Donc après la présentation de Bénégo et les informations concernant le bénévolat de compétences présenté par Pascal et Compétences, on va aborder quelques questions techniques ou plutôt quelques questions de gestion autour du bénévolat, notamment ce qui concerne les assurances, les indemnités et tout ce qui concerne la valorisation comptable. Donc, au niveau du bénévole, une petite définition. Donc, le bénévole, c'est celui qui apporte un concours non sollicité, spontané et désintéressé et exercé surtout au profit d'une association humanitaire, caritative ou d'œuvre sociale, éducative, culturelle, sans but lucratif. Le bénévole est celui qui s'engage librement pour mener à bien une action en direction d'autrui. Excuse-moi, Morgane, on ne Oui. voit pas ta deuxième page. En fait, tu n'as pas passé. On est toujours sur la première, en fait. Peut-être mets-le en diaporama. Ouais. Alors, je suis en diapo pour moi. Mais... Vous voyez mieux comme ça? Alors, attends. Voilà, là, on voit la page de définition. Ouais. Mais ça, je voulais mettre en moins, ça... faut que tu mettes présenter en ligne. Non.
Ça marche En pas là? bas, le petit icône en bas, je pense. À côté du son. À côté de. Tout en bas, hop. Celui à droite, à droite. À droite, un peu plus. Voilà, je pense que là, ça va passer. Non? Je suis pas sûre. Je vais le Bon, laisser, d'accord. comme ça, c'est pas grave, parce qu'on va pas perdre de temps. Ouais, ok. Donc le bénévole, il agit de façon désintéressée et il n'est non salarié. Donc il ne doit pas percevoir de rémunération ni indemnisation. Mais on part du principe qu'il ne doit pas non plus perdre d'argent. Donc il peut être dédommagé des frais induits par son activité. Et ça va concerner notamment les déplacements, les hébergements, l'achat de matériel. Le bénévole, il s'engage librement, donc il n'est soumis à aucun lien de subordination juridique. Donc il faut savoir que le président, c'est pas lui le chef, c'est pas lui qui commande. Le bénévole, il participe à l'activité de l'association. Et il n'y a pas une seule définition du bénévolat, mais il y a certaines notions qui le caractérisent. Et c'est notamment celle de l'engagement libre et le fait de la gratuité. Donc il n'y a pas de rémunération, pas d'indemnisation. En revanche, comme je vous l'ai dit, on part du principe que le bénévole ne doit pas dépenser d'argent, donc il peut se faire rembourser les frais. Bien évidemment, ce doit être des montants réels et justifiés, et ce doit être des frais engagés par les bénévoles dans le cadre de leur activité associative, bien évidemment. À noter aussi que toute approximation ou majoration pourra être requalifiée en rémunération déguisée. Donc c'est pour cela que les frais doivent être obligatoirement remboursés au centime près et surtout sur facture ou en tout cas pièce justificative. Et ça, vous pouvez notamment le faire à travers une note de frais. Donc je vous en ai mis un exemple où vous mettez l'achat, le ticket de caisse qui va bien et vous le donnez aux dirigeants qui s'occupent du remboursement. Donc ça, c'est pour les frais, j'ai envie de dire, divers. Il existe notamment des remboursements sur les frais kilométriques. Pour les frais kilométriques, il y a deux options, soit le remboursement de frais, soit la renonciation avec ce qu'on appelle l'abandon des frais. Donc la première option, remboursement des frais, donc c'est des frais engagés encore une fois par les bénévoles dans le cadre de l'activité associative. Ce sont des montants réels et justifiés. Remboursement également au centime près obligatoire et sur facture justificative. Pour les remboursements de frais, on va demander la copie de la carte grise et le justificatif des kilomètres. Le justificatif des kilomètres, vous pouvez aller sur Via Michelin ou sur Mappy pour avoir le nombre de kilomètres et la distance parcourue entre l'adresse de départ et l'adresse d'arrivée. Pour autoriser les remboursements de frais, il faut bien évidemment une décision expresse du conseil d'administration et bien évidemment bien produire les justificatifs afin de bien vérifier les documents. Pour les frais kilométriques, il y a un arrêté qui date du 15 février 2021, donc il n'y a pas eu beaucoup d'évolution avec l'année dernière, pour info. Vous devez connaître la puissance fiscale du véhicule et en fonction de ça, vous saurez à quel taux vous pourrez rembourser le frais kilométrique. Donc, par exemple, si c'est un véhicule avec une puissance fiscale de 5 chevaux, vous pourrez rembourser le kilomètre à hauteur de 0,548 €. Ça, c'est le barème fiscal de l'URSSAF. C'est le montant maximum auquel vous pouvez rembourser les frais. Vous pourriez très bien vous dire, vous, au sein du conseil d'administration ou au sein du bureau, dire que peut-être que ce montant est un peu élevé ou qu'au niveau de la trésorerie, ça peut être compliqué. Et donc, décider, et là, il faudrait un compte rendu à l'appui, dire on ne va pas rembourser aux frais de l'URSSAF, mais on va nous appliquer un taux pour notre association. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Donc ça, c'est vraiment pour le remboursement des frais kilométriques. Il y a une deuxième option, donc la renonciation, qui va être considérée comme un abandon des frais, où là, il faut que le bénévole renonce expressément à se faire rembourser ses frais par écrit et donc abandonner ces derniers à l'association en tant que don. Dans ces cas-là, le barème du frais kilométrique n'est plus celui de l'URSSAF qu'on a vu auparavant, mais il va être à hauteur de 0,321 € par kilomètre. C'est toujours d'actualité pour 2021. A priori, il n'y a pas eu de changement.
Donc peut-être à vérifier parce que ça peut peut-être arriver. Pour cela, il faut que l'association soit considérée d'intérêt général, au sens fiscal du terme. Et pour être d'intérêt général, il faut que l'association ait son siège en France ou en Union européenne, que l'association soit incluse dans l'article 200 du Code général des impôts, avec notamment un objet philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif. Vous avez toute la liste de l'article 200 du Code général des impôts. Il ne faut pas que l'association fonctionne en cercle restreint, c'est-à-dire que potentiellement tout le monde peut adhérer à votre structure. L'activité, bien évidemment, ne doit pas être non lucrative et la gestion est désintéressée, c'est-à-dire que la recherche du profit n'est pas votre but premier. Soit vous considérez que vous êtes bien dans la liste de l'article 200 du Code général des impôts et vous correspondez bien aux 3 critères qui est ne pas fonctionner en cercle restreint, activité non lucrative et une gestion désintéressée. Et vous vous dites, moi je suis une association qui est bien d'intérêt général, je peux émettre un reçu don à la personne pour qu'elle puisse être exonérée d'une partie de ses impôts. Vous pouvez également demander l'avis aux services fiscaux des Yvelines. Donc, je vous ai mis les contacts, sachant que ce rescrit fiscal, c'est comme ça qu'on appelle en fait la demande au niveau des services fiscaux, n'est pas obligatoire. On conseille en revanche très fortement pour les associations qui recevraient beaucoup de dons de faire quand même cette demande-là. Comme ça, en cas de contrôle, vous avez bien le justificatif, vous avez bien ce rescrit fiscal qui indique que vous êtes d'intérêt général et que vous avez le droit d'émettre des reçus fiscaux aux bénévoles qui le demanderaient. Donc voilà les 2 options, notamment pour les frais kilométriques. Remboursement de frais ou renonciation en abandonnant ces frais sous forme de dons pour les bénévoles. Pour les frais kilométriques, c'est pareil, on vous a mis une note de frais. En revanche, il faut bien mettre l'adresse exacte, donc l'adresse de départ et l'adresse d'arrivée. Les 2 signatures, signature du responsable et signature du demandeur, et bien évidemment tous les justificatifs qui accompagnent la note de frais. J'ai pour habitude de dire qu'à la limite, si vous avez été à une réunion d'information ou à une réunion sur Paris, vous pourriez très bien imprimer le mail comme quoi vous étiez sur ce déplacement à ce moment-là. Au-delà des remboursements ou des abandons des frais, on voulait faire un petit point sur les assurances et notamment la responsabilité civile. Sachant que la responsabilité civile, elle est obligatoire, notamment pour les associations sportives, les organisateurs d'accueil des mineurs et les associations organisatrices de voyages. Mais elle est très, 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 très fortement conseillée pour toutes les autres associations. Et bien souvent, de toute façon, quand la commune ou quand la mairie vous met à disposition des salles, elle va vous demander cette attestation de toute façon. Au niveau de la responsabilité civile, qui doit être assurée? L'association, déjà en tant que personne morale, et ensuite les dirigeants associatifs, les salariés si vous en avez, les personnes volontaires, et notamment les services civiques, les bénévoles occasionnels, par exemple les parents qui vont aider à la fête de fin d'année ou l'oncle qui va s'occuper du barbecue pour la fête du club, pensez à les assurer à ce moment-là. Parce que il peut se passer des choses et donc vaut mieux être couvert à ce moment-là. Vous appelez votre assurance, vous dites voilà, on a une fête de fin d'année et j'aimerais couvrir les bénévoles occasionnels lors de cette manifestation. Et puis bien évidemment, mettre l'assurance en place, bien évidemment, pour vos adhérents. Il existe une RCMS, donc c'est la responsabilité civile des mandataires sociaux. Et là, pour le coup, elle est nominative, donc il faut vous rapprocher de votre assurance, voir si vous pouvez la mettre en place. Elle est nominative, donc ça peut être intéressant, et ça peut peut-être rassurer aussi peut-être le président, le trésorier et le secrétaire, parce qu'il peut y avoir des erreurs de gestion, une mauvaise déclaration, une communication financière. Donc là, en contractant la RCMS, en fait, ces personnes-là vont être assurées pour ces choses-là. Au niveau des biens et des motifs pour la responsabilité civile,
la salle mise à disposition. Et comme je vous le disais, il y a certaines communes qui demandent l'attestation d'assurance. Pensez à bien assurer toutes les activités de l'association. Et quand je dis toutes les activités de l'association, vous avez peut-être votre activité principale, mais encore une fois, vous faites une sortie à l'extérieur et ce n'est pas ce que vous faites d'habitude. Pensez à appeler votre assurance, voir si vous êtes bien couvert pour cette activité. Pensez à assurer les biens de l'association, mais également les objets qu'on pourrait vous confier ou qu'on pourrait vous prêter. C'est important de le faire. Pour les associations musicales, par exemple, assurer les instruments de musique. Et vous pouvez aussi être assuré pour une erreur de gestion. J'ai bien dit une erreur de gestion. Hein. Piquer dans la caisse n'est pas une erreur de gestion, c'est une faute manifeste. Hein. Attention avec le mot erreur de gestion, bien évidemment. Ce qu'il est important de faire pour les assurances et la responsabilité civile, c'est de revoir les contrats. Voir si vous êtes toujours en adéquation avec vos activités, avec ce que vous faites réellement sur le terrain et du côté administratif, pour voir si votre contrat est toujours valable. Et peut-être appeler votre assureur pour ajouter peut-être des mentions ou faire jouer éventuellement la concurrence aussi, si vous voulez revoir le budget de cette partie-là. On voulait également parler de la valorisation du bénévolat. Alors là, ça va être plus de la valorisation du bénévolat, notamment pour les dossiers de subvention. Donc, vous avez au niveau de la comptabilité, et la valorisation du bénévolat est une spécificité du secteur associatif, vous avez un compte 8. Donc, le compte 8 vient après les comptes 6 et 7. Donc, dans votre compte de résultat, vous avez le compte 6 qui concerne les charges et les comptes 7 qui concernent les produits. Et donc, souvent, vous devez remplir votre compte de résultat et vous avez un montant, savoir si vous êtes excédentaire ou déficitaire. Se trouve en bas, donc maintenant le compte 8, les contributions volontaires en nature. Et il faut savoir que si vous remplissez ces cases-là, vous devez remplir les cases 86 et les cases 87. Il faut que ces deux colonnes soient à l'équilibre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une valorisation. Donc, si vous remplissez le compte 86 ou le compte 87, ça ne va rien vous coûter en termes financiers et ça ne va rien vous rapporter non plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit à l'équilibre. Si vous remplissez secours en nature, donc vous devez remplacer don en nature. Donc, par exemple, vous êtes dans une association de musique, on vous donne un piano. Je vous dis ça parce qu'il y a eu un exemple il n'y a pas très longtemps. On vous donne un piano qui est neuf. Vous pourriez très bien décider de le valoriser pour montrer notamment aux subventionneurs ou en chiffres, en tout cas, combien ça vous coûterait si vous aviez dû l'acheter. Après, à vous de voir si vous le faites apparaître ou pas. Ensuite, vous avez la case mise à disposition gratuite de biens et services qui vient en correspondance avec prestations en nature. Là, c'est quand les communes, par exemple, elles vous mettent à disposition gratuitement une salle, un gymnase, un dojo. Si elles vous donnent le montant de combien ça vous coûte à l'année, vous devez absolument le faire apparaître. En revanche, ce n'est pas à vous de décider, de dire, voilà, là, je pense que la salle, sur l'année, ça me coûterait à hauteur de 10 000 €. Non, c'est la commune qui doit vous donner cette information-là. Enfin, vous pouvez valoriser tout ce qui est personnel bénévole avec en haut bénévolat. Et là, pour le coup, ça va être toutes les personnes qui participent à l'activité de l'association de façon bénévole que vous allez encore une fois chiffrer, vous allez valoriser. Vous pouvez très bien partir du principe que la personne, vous la payeriez au SMIC. Vous avez par exemple un éducateur sportif qui intervient tous les mardis, qui encadre un cours de sport. Vous pourriez très bien dire, voilà, il intervient tous les mardis 2 heures. Vous faites le calcul sur l'année et vous multipliez soit par le taux horaire SMIC brut actuel qui est de 10,25, soit vous vous dites, si j'avais dû le payer, si j'avais dû salarier quelqu'un, je sais que je l'aurais payé un peu plus cher. Donc, vous pouvez très bien dire, je le valorise moi à hauteur de 12 € de l'heure. Vous indiquez le montant dans personnel bénévole et dans bénévolat. Ce qui est très important, en revanche, c'est d'avoir le mode de calcul à côté pour pouvoir justifier et pour pouvoir expliquer comment vous avez trouvé ce montant-là. Sachant qu'on a pour habitude de dire
qu'il faudrait valoriser le bénévolat, mais pas en tant que dirigeant associatif, c'est-à-dire pas forcément en tant que président, trésorier, secrétaire, puisque vous avez été élu pour ça. Il faudrait valoriser, par contre, par exemple, quand vous êtes président et que vous êtes speaker à une compétition que vous avez organisée, vous pourriez valoriser ce temps d'animation en tant que président dans personnel bénévole et dans bénévolat. L'intérêt de la valorisation, déjà d'une, ça va être de montrer que l'activité est non lucrative, et que l'activité non lucrative est prépondérante, c'est-à-dire que la recherche du profit au sein de votre structure n'est pas le but premier. Ça montre également que le bénévolat fonctionne dans votre association, c'est-à-dire que vous avez des gens derrière vous, que les personnes sont là vraiment de façon gratuite, qu'il n'y a pas de paiement, donc ça permet de valoriser cette image-là. Et ensuite, vraiment un des intérêts pour vous en tant que dirigeant associatif, notamment sur les demandes de subventions, c'est que si vous remplissez cette colonne-là, quand vous allez faire votre demande de subvention, vous allez pouvoir potentiellement demander plus. Je m'explique. Quand vous faites une demande de subvention, il se peut que le subventionneur vous dise « Ok, moi je veux bien financer le projet ou l'action de votre association, mais qu'à hauteur de 50% du budget. » Si on reste avec les comptes 6 et les comptes 7, on fait le total, on est par exemple sur 10 000 euros, 10 000 euros, potentiellement, vous pouvez demander un financement à hauteur de 5 000 euros. Vous faites tout le travail de valorisation du bénévolat, par exemple sur le personnel bénévole et le bénévolat. Vous vous dites, voilà, mon éducateur sportif, si j'avais dû le payer encore une fois, en tout cas en le valorisant, ça me coûterait 10 000 euros également. Donc, on met 10 000 euros en compte 864, 10 000 euros en compte 870. On fait le total des comptes 6-7 plus les comptes 8. On n'est plus à 10 000 euros, mais on va être à 20 000 euros. Donc, potentiellement, vous pourriez demander aux financeurs, en tout cas, vous avez le droit de demander 10 000 euros de subvention. Alors, bien évidemment, ça ne garantit pas l'obtention, mais vous êtes dans les critères, en tout cas, d'éligibilité pour ce financement. Tout ce qui concerne la valorisation du bénévolat, je vous ai mis du coup le lien où vous retrouvez le guide pratique qui vous explique notamment en détail comment remplir. Enfin, en tout cas, ils vous ont mis un exemple de fiche individuelle de temps et ils vous expliquent voilà, comment eux, par exemple, l'ont rempli avec le nom, prénom, la date, l'activité, les travaux effectués, la durée, le taux horaire. Donc, eux, choisissent du coup à quel taux horaire ils auraient payé si ça avait été des salariés et le total. Ainsi, vous justifiez en fait vos chiffres que vous avez remplis dans vos comptes 8. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été vu ? Je ne vois pas de questions, en tout cas dans la conversation. Bon, merci beaucoup Morgane pour toutes ces informations qui sont, je pense, très très utiles et très. C'est vraiment des questions qu'on a souvent de la part des dirigeants associatifs et notamment la valorisation maintenant qui est obligatoire à faire apparaître. Donc effectivement, c'est bien de le faire apparaître aussi. Ça montre la richesse et la vie associative de l'association et effectivement pour les financeurs, c'est un indicateur aussi. De toute manière, ces PowerPoint qui sont vraiment très, très intéressants et très précis seront envoyés aux participants, si tu en es d'accord, Morgane. Ah oui, bien sûr, pas de souci. Donc, voilà, mais je ne vois pas de questions. Du coup, je vais peut-être passer la parole à Marine qui va nous présenter le dispositif service civique rapidement. Enfin, voilà, je pense que de façon synthétique pour cette présentation. Voilà, c'est un dispositif, on n'est pas dans le bénévolat, on n'est pas dans le salariat, on est dans le volontariat et c'est vraiment très intéressant pour les associations.
Bonsoir à tous et merci beaucoup pour l'invitation et merci pour les interventions qui étaient très intéressantes. Donc effectivement, je ne vais pas parler de bénévolat, mais on va rester quand même dans l'engagement avec le dispositif de service civique. Alors, j'essaie tout de suite de vous partager mon écran. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, c'est bon. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, je suis Marine Zone, je suis chargée de développement service civique dans les Yvelines et je collabore avec les services de l'État pour faciliter la création de nouvelles missions dans le département. Alors, qu'est-ce que le service civique? C'est un dispositif qui permet à tous les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans en cas de handicap de s'engager sur des missions d'intérêt général sans condition de diplôme ou de compétences. C'est un engagement qui est choisi et il est possible d'en faire uniquement un au cours de sa vie. Les missions de service civique sont des missions qui durent de 24 à 35 heures par semaine et 6 à 12 mois d'engagement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est plutôt sur une durée de 8 mois lorsque c'est une mission locale. Alors, les missions de service civique sont des missions qui sont utiles pour la société, pour le jeune, pour la structure d'accueil. C'est des missions qui sont innovantes. La précédence du volontaire permet de tester une nouvelle action. C'est un support à l'engagement, ça permet aux volontaires de gagner en conscience citoyenne. C'est des missions qui sont accessibles à tous et notamment aux moins qualifiés. Et puis, c'est des missions qui se passent, qui se déroulent surtout auprès du public. Donc, c'est principalement des missions de terrain. Ce qu'on essaye de faire, c'est de garder en tête qu'il faut au moins 70% de contact avec le public. Maintenant, pour mieux savoir ce qu'est un service civique, pour mieux le distinguer par rapport à ce que serait un stage, un emploi ou du bénévolat, je vais vous parler des principes fondamentaux du service civique. Au total, il y en a 8. Là, je vais vous parler seulement de 3 qui sont ceux qui permettent de mieux cerner le service civique. Alors, le premier dont je vais vous parler, c'est le principe d'initiative. Les missions de service civique, c'est des missions qui sont innovantes. Le service civique permet aussi bien aux jeunes qu'aux organismes de tester des nouveaux projets, des nouvelles méthodes ou d'aller vers un nouveau public. Le volontaire doit pouvoir faire preuve d'initiative tout en respectant bien sûr les règles de vie, le fonctionnement de l'organisme qui l'accueille. Le deuxième principe dont on peut parler, qui est très important, c'est le principe d'accessibilité. Donc, toutes les missions de service civique doivent être accessibles à tous, quel que soit le profil, quelle que soit la situation, l'origine du candidat et notamment sa formation. Donc, le processus de sélection doit se faire avant tout sur la motivation du jeune. Donc là, on n'est plus du tout dans un emploi où on demandera des compétences ou dans un stage où on demandera des diplômes, mais on va demander uniquement une motivation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de compétences lorsqu'on crée une mission de service civique, mais s'il faut des compétences, l'organisme doit pouvoir assurer une formation en interne lors de l'arrivée du volontaire. On a aussi le principe de complémentarité. Donc, ça permet de distinguer le service civique d'un emploi ou d'un stage, puisque les missions proposées aux volontaires au sein des structures d'accueil sont complémentaires à l'action du salarié, à l'action du bénévole et des stagiaires. Donc, ça ne peut pas être des missions qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. C'est un plus pour la structure, ça ne doit pas être une nécessité pour sa survie. Donc, logiquement, le volontaire ne peut pas exercer des tâches administratives ou logistiques qui sont relatives au fonctionnement courant de l'association. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire du tout d'administratif, de communication ou de logistique, mais ces actions-là, elles seront uniquement au service de sa mission et pas au service de la structure dans son ensemble. Alors, quel type de mission peut faire le volontaire, pardon. Les missions sont regroupées dans 9 domaines et dans chaque domaine, il y a un très grand nombre de missions. Pour vous donner quelques exemples, on peut trouver dans le domaine de la solidarité des missions pour lutter contre l'isolement et les discriminations envers les personnes en situation de handicap ou une mission pour développer le lien social dans les quartiers. Dans le domaine de l'éducation pour tous, on peut participer à la réussite en milieu scolaire. Pour le groupe culture et loisirs, favoriser l'accès à la culture. Dans l'environnement, le volontaire pourra sensibiliser aux enjeux environnementaux.
Et puis, il y a également d'autres domaines qui sont les domaines de la santé, du sport, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, et puis intervention d'urgence. Là encore, on peut imaginer de très nombreuses missions. Donc, vous pouvez retrouver dans le référentiel mission de l'Agence du service civique un certain nombre de missions types qui vont dans tous ces types d'associations. Alors, un dispositif qui est pris en charge majoritairement par l'État. Donc, concrètement, ce que finance l'État, ça va être la majeure partie de l'indemnité du volontaire, ainsi que sa cotisation retraite et sa protection sociale. L'État verse pour les organismes sans but lucratif qui sont agréés au titre de l'engagement de service civique une aide de 100 € par mois pour couvrir une partie des coûts auxquels sont exposés les organismes pour l'accueil et l'accompagnement du volontaire. Ce qui va rester à prendre en charge pour l'association, pour l'organisme d'accueil, c'est un complément d'indemnité pour le volontaire qui est à hauteur de 107 € par mois. Donc, ça peut être versé en nature, par exemple à travers des tickets resto, une aide au transport ou en espèces. Et l'association prend également en charge l'accompagnement du jeune et notamment le plan d'avenir du jeune. Comment faire pour accueillir? Vous avez 3 options qui s'offrent à vous. La première, c'est un agrément simple. Donc, c'est un agrément de service civique qui est uniquement pour votre structure. Vous devez alors vous rapprocher de votre SDJES. Vous avez ensuite l'agrément collectif. Donc, si votre association fait déjà partie d'une union ou d'une fédération, il est probable que vous ayez déjà un agrément de service civique collectif. Et dans ce cas-là, il faut se rapprocher de votre union, de votre fédération. Vous avez une troisième possibilité, c'est l'intermédiation. Donc, c'est un organisme qui est agréé par l'État comme organisme d'intermédiation et qui peut vous prêter son agrément, ce qui va vous permettre d'accueillir un volontaire sans que vous ayez besoin vous-même d'un agrément. Alors, pourquoi accueillir un volontaire? Le service civique, ça va vous permettre d'amplifier vos actions, d'expérimenter des projets, de se tourner vers de nouveaux publics ou d'améliorer la qualité de vos projets. L'arrivée d'un jeune, c'est un regard neuf qui va se poser sur votre structure. Donc, le dispositif vous permet de tester des nouvelles méthodes avec une part d'initiative du volontaire. Ça permet de redynamiser le réseau de bénévoles et de faire connaître vos actions, vos valeurs. C'est un plus pour l'ensemble de la société puisque tout le monde va bénéficier de l'action du volontaire sur le terrain. Et puis, ça permet de participer à l'engagement des jeunes sur des enjeux de société. Enfin, pour le volontaire, le service civique, ça offre une expérience de vie unique. C'est un temps pendant lequel le volontaire peut mûrir, peut gagner en confiance en lui et puis peut réfléchir à son propre avenir. Si vous souhaitez plus d'informations, si vous avez déjà un projet ou des questions, vous pouvez me contacter par email, par téléphone. Et puis, vous pouvez aussi assister à une séance d'information. J'ai un créneau chaque semaine. Et puis, notamment, je ferai demain une séance d'information en visio à 14 h. N'hésitez pas à venir. Ok, merci beaucoup Marine pour toutes ces informations sur le dispositif. Voilà, bah, je ne vois pas de questions complémentaires. Moi, j'en aurais une. J'ai pas bien compris la médiation. C'est n'importe quelle association qui a déjà un Alors, agrément. l'intermédiation, non, c'est pas n'importe quel asso qui a un D'accord. agrément simple. C'est des structures qui ont un agrément donc, spécial qu'elles peuvent prêter et qui sont agréées à ce titre par D'accord. l'État. Ok. Alors, je vois pas de questions. C'est que tout doit être clair. Bah, est-ce que chacun d'entre vous a un complément à apporter ou souhaitez intervenir sur voilà, en complément ou en questionnement sur un autre intervenant? Moi, peut-être, Anne. Oui.
Non, c'est juste quand même de rappeler que les associations, en tout cas qui sont sur le territoire de Sky, ont la chance d'avoir le guichet unique quand même et d'avoir des interlocuteurs pour les aider dans leur fonctionnement, dans la gestion. Et Sky, notamment, a des partenariats, on l'a vu avec Passerelle et Compétences, Bénégo. Donc, ça permet aussi de réorienter vers les structures, de les faire connaître. Je pense que c'est hyper important de le rappeler. Je pense que tous les territoires, ne serait-ce que sur les Yvelines, n'ont pas forcément cette chance. Donc, bien utiliser Sky voilà, régulièrement. Et voilà, c'était ce petit rappel que je voulais faire. Et bien évidemment, nous, au sein du CRIB, on est sur le département des Yvelines. Mais comme je l'avais dit, on travaille conjointement avec Sky. On n'est pas là en compétition. Au contraire, on est là en complément. Le début du mot est pareil, mais la fin n'est pas du tout le même objectif. Donc voilà, ils n'hésitent pas à vous contacter parce que c'est important. Et ça peut peut-être permettre aussi de rassurer peut-être des bénévoles qui auraient peur peut-être de s'engager, que ce soit en tant que président, trésorier, secrétaire, parce que ça peut faire peur. On le sait très bien, hein, surtout actuellement. Vous avez beaucoup de choses administratives à penser, alors que vous êtes plutôt sur le terrain. Mais voilà, il y a des associations comme la nôtre, comme Sky. Vous avez des interlocuteurs qui sont là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas. Et si ça peut en rassurer certains, c'est le but aussi. Oui, et puis le CRIB comme nous, on peut aussi vous orienter vers d'autres dispositifs qui existent sur le territoire. On travaille vraiment en coopération avec d'autres, comme le DLA, comme France Active, voilà. Donc, effectivement. Et n'hésitez pas aussi à consulter notre portail des associations, hein. Vraiment, on veut que ce soit un outil pratique, tout simplement, pour le fonctionnement des associations. Est-ce que vous avez d'autres compléments? Non. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci à tous pour votre participation. J'espère que ça vous a aidé et puis on aura d'autres rencontres. Alors j'espère bientôt pour de vrai. Et puis mais sinon on organisera d'autres webinaires parce que c'est aussi souple en fait pour y participer de chez soi. Ça a ses côtés positifs aussi. Voilà, merci à tous et au revoir, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Je respecte ma vie.